Chapitre 1, la chute. Vincent Morrison avait déjà vu la mort en Afghanistan, en Irak, dans les recoins les plus sombres du monde où son travail de sécurité privée l'avait mené. Mais rien ne l'avait préparé à voir sa fille Ruby, 8 ans, dévaler les marches en béton de l'école élémentaire Lincoln. Le bruit résonnait encore dans son esprit 3 mois plus tard. Le craquement écœurant de sa colonne vertébrale contre la marche d'angle. Sa petite voix appelant papa avant de se taire. Les médecins avaient été cliniques dans leur évaluation. Lésion médulaire complète, fracture T12 L1. Ruby ne remarcherait plus jamais. Vince avait bâti sa vie autour du contrôle. 1,88 mètres, mains calleuses et yeux gris acier. Il gagnait sa vie en devinant les intentions des gens avant qu'ils n'agissent. Sa formation militaire et ses 15 ans dans la sécurité privée lui avaient appris que pour survivre, il fallait avoir 3 longueurs d'avance sur les autres. Mais il n'avait rien vu venir. Elle courait juste pour rattraper ses amis. Claudia avait sangloté dans la salle d'attente de l'hôpital, ses cheveux au beurre lui tombant sur le visage. Le concierge avait dû juste essuyer ses marches. Elles étaient tellement glissantes. Vincent tenait alors sa femme dans ses bras, lui caressant les cheveux, tandis que Ruby gisait inconsciente au bloc opératoire. Claudia était une femme délicate, 1,63 mètres, d'une beauté éthérée qui faisait si arrêter les inconnus. Elle travaillait à temps partiel dans une galerie d'art, passait ses après-midi à peindre des aquarelles et n'avait jamais connu de véritable tragédie. Cela la briserait, Vince le savait, mais ils l'affronteraient ensemble. Il avait eu tort sur ce point aussi. Leur maison de la banlieue de Denver avait été aménagée avec des rampes, des portes plus larges et une salle de bain spécialisée. Vince avait liquidé ses économies sans hésiter. Ruby était tout pour lui. Sa fille brillante et curieuse, qui posait sans cesse des questions sur ses voyages, qui avait hérité de son côté têtu et du regard artistique de Claudia. « Papa, est-ce que je ne danserai plus jamais ?» avait demandé Ruby lors de l'un de ses premiers jours à la maison, ses petites mains agrippant les accoudoirs de son nouveau fauteuil roulant. « Peut-être pas danser comme avant, mon petit ?» avait dit Vince en s'agenouillant près de sa chaise. « Mais on trouvera de nouvelles façons de faire. Tu es une Morrison. On s'adapte et on surmonte. » Ruby avait hoché la tête solennellement, puis avait demandé si elle pouvait peindre des montagnes depuis un fauteuil roulant. C'était sa fille, toujours tournée vers l'avenir, jamais ruminée sur ce qui avait été perdu. Claudia, en revanche, semblait se retirer un peu plus chaque jour. Elle avait arrêté de peindre, arrêté de fréquenter la galerie, arrêté de croiser le regard de Vince lorsqu'il parlait des progrès de Ruby en kinésithérapie. Elle s'adapte, c'est tout. Le docteur Patricia Hernandez, psychologue de Ruby, le lui avait assuré. Parfois, les parents se culpabilisent, surtout les mères. Laisse-lui le temps. Mais l'instinct de Vince, aiguisé par des années de lecture d'environnements hostiles, lui murmurait que quelque chose de plus profond n'allait pas. Claudia n'était pas seulement en deuil. Elle calculait. La façon dont elle regardait Ruby alors qu'elle pensait que personne ne la regardait. Le léger serrement autour de ses yeux lorsque le fauteuil roulant de Ruby raclait l'encadrement de la porte. Le soupir presque imperceptible quand Ruby avait besoin d'aide pour se transférer dans son lit. Sa femme considérait leur fille comme un fardeau. Vince l'avait interpellée un soir dans leur cuisine. La même cuisine où Ruby avait l'habitude de monter sur un escabeau pour aider à préparer les cookies. « Parle-moi, Claudia. Qu'est-ce qui te passe par la tête ?» Elle s'était détournée de l'évier, le torchon serré entre ses doigts manucurés. « Je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu la regardes à peine. À quand remonte la dernière fois que tu l'as aidé à faire ses exercices ? C'est à ça que sert le kinésithérapeute. » Sa voix avait un ton tranchant qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Trevor sait ce qu'il fait. Trevor Hannigan, le kinésithérapeute de Ruby. Vince avait remarqué que Claudia s'attardait dans la salle de thérapie, qu'elle trouvait toujours des raisons d'être présente lors des visites de Trevor. Cet homme était compétent, un ancien athlète universitaire reconverti en kiné, au charme naturel et au physique sculpté que lui procuraient des séances de gym quotidiennes. Il faisait rire Ruby pendant ses exercices, ce que Vince appréciait. Mais quelque chose dans son sourire trop éclatant et la façon dont sa main s'attarda sur l'épaule de Claudia en partant fit serrer la mâchoire de Vince. C'est notre fille, Claudia, pas une patiente. Elle nous rappelle constamment tout ce qui a mal tourné. Les mots jaillirent d'elle. Puis elle porta aussitôt la main à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur par ce qu'elle venait de révéler. Celui-ci avait fixé sa femme, l'avait vraiment regardée, et avait vu une étrangère.
La femme qui avait autrefois parlé d'avoir d'autres enfants, qui avait chanté des berceuses en tressant les cheveux de Ruby, qui avait appelé leur fille son petit miracle, avait disparu. Cette nuit-là, allongé dans son lit pendant que Claudia faisait semblant de dormir, Vince avait fait sa première évaluation stratégique. Son mariage était terminé. La seule question était de savoir comment protéger Ruby des retombées. Il avait alors commencé à planifier comme il avait planifié les itinéraires d'extraction à Kandahar. Chaque variable, chaque éventualité, chaque menace possible. Parce que Vincent Morrison avait appris depuis longtemps que lorsqu'on se montre vraiment, on le croit du premier coup. Chapitre 2, l'héritage. L'appel arriva un mardi matin d'octobre, alors que Vince examinait les protocoles de sécurité pour une entreprise cliente. Ruby participait à son programme scolaire adapté et Claudia était arrivée en ville pour ce qu'elle prétendait être un rendez-vous dans une galerie. Madame Morrison, la voix était celle d'Harold Fitzpatrick, un avocat spécialisé en droit successoral de Boston. Je vous appelle au sujet de la grand-mère de votre femme, Eleanor Peton. Je crains qu'elle ne soit décédée la semaine dernière. Vince prit un café. Il avait rencontré Eleanor exactement 2 fois. Une femme formidable d'une nonagénaire qui vivait dans un manoir de Bécon et s'exprimait avec l'autorité guindée des riches de la Nouvelle-Angleterre. Claudia la mentionnait rarement, prétextant que la vieille dame désapprouvait leur mode de vie bourgeois. Je suis désolé pour votre perte, dit Vince, sans toutefois comprendre pourquoi l'avocat l'appelait lui plutôt que Claudia. Les funérailles ont eu lieu hier, mais il y a la question de l'héritage. Madame Pinton a été très précise dans son testament. Tout revient à votre femme. Personnes sont mortes parce qu'elles ont fait des choix qui vous mettent en danger. J'ai simplement éliminé ces risques. Et vous ne vous en êtes jamais senti coupable? Jamais. Pas une fois. Vince a rencontré ses yeux régulièrement. Chaque personne que j'ai tuée avait fait un choix délibéré pour vous nuire ou vous exploiter. Ils ont traversé des lignes qui ont fait des ennemis de tout ce qui m'importe. Ruby se rapprocha de lui, tendant la main pour lui prendre la main. Merci. Les mots l'ont pris au dépourvu. Ruby. Non, je le pense. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'aimer suffisamment pour faire des choses terribles pour que je puisse avoir une bonne vie. Merci de ne jamais me faire sentir comme un fardeau même lorsque d'autres personnes m'ont vu de cette façon. Vince sentit sa gorge se resserrer d'émotion. Vous n'avez jamais été un fardeau, gamin. Vous méritiez toujours la peine de protéger. Je sais. C'est ce qui vous a fait différent de maman, de Trevor, de tous les autres. Vous m'avez vu comme précieux, pas endommagé. Ruby lui serra la main. Maintenant, que faisons-nous du FBI? Nous nous préparons à la guerre. Au cours de la semaine prochaine, Benjamin Cross a travaillé pour identifier la source des informations du FBI. Ce qu'il a découvert était à la fois surprenant et troublant. C'est Linda Hartley, a-t-il rapporté lors d'une réunion sécurisée. La mère de Jessica. Elle a alimenté des informations à un agent du FBI à la retraite nommé William Cross. Aucune relation. Qui construit une affaire contre vous depuis 2 ans? Comment Linda ne sait à peine rien sur les autres décès? Jessica a apparemment fait plus de recherches sur votre famille que nous ne l'avons réalisé. Elle a découvert des liens entre les différents décès et est devenue convaincue que vous étiez un tueur en série. Lorsque son con a échoué, elle est allée à sa mère avec l'information et Linda a apporté le FBI à William Cross spécifiquement. Absorber cette information avec une précision tactique. Point. Sous la surveillance fédérale serait presque impossible. Il a trouvé Ruby dans son studio d'art travaillant sur une peinture numérique de montagne sous un ciel orageux. L'image était belle et inquiétante. Des pics enveloppés de nuages sombres avec des éclairs illuminant le paysage. Je devrais peut-être partir pendant un certain temps. Il lui a dit peut-être la prison. Ruby a sauvé son travail et s'est tourné pour lui faire face. Ensuite, nous devons accélérer notre chronologie. Quelle chronologie? La fondation se développe à l'échelle internationale le mois prochain. Je voyagerai largement en Asie, en Europe, en Amérique du Sud. Très difficile pour les agents fédéraux de surveiller de près. Vince a compris immédiatement. Vous prévoyez de m'aider à disparaître. Je prévois de m'assurer que mon père peut continuer à protéger les personnes qui en ont besoin. Il y a d'autres familles confrontées à des menaces. D'autres enfants qui méritent le genre de sécurité que vous m'avez donné. Ruby, s'ils vous surprennent à m'aider, ils ne m'attraperont pas. J'ai appris des meilleurs. Cette nuit-là,
le père et la fille ont commencé à planifier ce qui serait la dernière opération de Vincent Morrison. Pas une élimination des menaces, mais une évasion qui lui permettrait de continuer son travail de l'ombre tout en gardant Ruby à l'abri des poursuites. Ce serait la mission la plus complexe et la plus dangereuse de sa carrière. Et pour la première fois, sa fille serait son partenaire au lieu de la personne qu'il protégeait. Chapitre 9. L'héritage. 6 mois plus tard, Vincent Morrison a été officiellement déclaré mort dans un accident d'alpinisme dans les Alpes suisses. Ruby avait dirigé une expédition de fondation pour établir des programmes sportifs adaptatifs pour les enfants handicapés dans les communautés de montagne européennes lorsque la corde d'escalade de son père aurait échoué lors d'une ascension de routine. Le corps n'a jamais été récupéré, ce qui n'était pas inhabituel dans les accidents alpins. Les caisses et les avalanches avalaient régulièrement des grimpeurs dans le haut pays. Les autorités suisses ont mené une enquête approfondie et ont conclu que l'alpiniste expérimenté Vincent Morrison avait simplement rencontré une malchance sur une voie techniquement difficile. Ruby Morrison a retourné aux États-Unis une fille de la veuve, héritant des actifs de son père et poursuivant son travail à travers la fondation. Elle a déménagé le siège social de l'organisation à Genève, partageant son temps entre l'Europe et le Colorado tout en élargissant les programmes à l'échelle mondiale. Ce que les autorités ne savaient pas, c'est que Vincent Morrison était très vivant. L'accident d'escalade avait été méticuleusement mis en scène. Vincent a passé des mois à apprendre le montagne, identifiant l'emplacement précis où un corps pourrait disparaître plausiblement pour toujours. Il a laissé tomber son équipement d'escalade sur les lieux, a activé une balise d'urgence, puis a disparu dans le métro européen. Ruby avait organisé la logistique par le biais de sociétés écrans et de fausses identités établies des années plus tôt comme planification de la contingence. Son père vivait maintenant sous le nom de Michael Stevens, exploitant une entreprise de sécurité privée spécialisée dans la protection des individus vulnérables contre les prédateurs et les exploiteurs. Des regrets ? Demanda Ruby lors de l'un de leurs rares appels vidéo cryptés. Elle était dans son bureau de Genève alors qu'il était dans une maison sur quelque part dans les Balkans. Aucun. De cette façon, je peux protéger d'autres familles sans menace de poursuite et vous êtes en sécurité de toute enquête fédérale. Tu me manques. Tu me manques aussi, gamin. Mais ce n'est pas éternel. Finalement, la chaleur mourra et nous trouverons un moyen d'être à nouveau ensemble. Ruby hocha la tête, bien qu'ils savaient tous les deux que cela pourrait prendre des années. J'ai des nouvelles. La Fondation a identifié 3 familles ce mois-ci qui sont confrontées à des situations similaires à ce que nous avons vécu. Oh, un adolescent handicapé en Roumanie dont le beau-père la maltraite pour l'argent d'assurance. Une famille en Thaïlande dont le fils a été paralysé dans un accident et est maintenant ciblé par les trafiquants d'organes. Une fille au Brésil dont les parents prévoient de l'abandonner dans une institution afin qu'il puisse immigrer. Vince se pencha en avant, intéressé, et je pensais que la société de sécurité Michael Stevens pourrait être en mesure d'aider à ces situations. Pro bono work, bien sûr. À l'écran, Vince sourit avec la satisfaction froide d'un prédateur qui vient d'identifier de nouvelles proies. Michael Stevens serait très intéressé par ces cas. Au cours des mois suivants, le mystérieux consultant en sécurité a commencé à apparaître dans des zones de crise du monde entier. Des beaux-pères abusifs sont morts dans des accidents. Les trafiquants d'organes ont disparu sans trace. Les parents qui prévoyaient d'abandonner les enfants handicapés se sont retrouvés confrontés à des conséquences qui leur ont fait reconsidérer leurs priorités. Le travail était satisfaisant d'une manière qui a surpris Vince. Au lieu de simplement protéger Ruby, il protégeait désormais les enfants vulnérables à travers le monde. Chacun a éliminé la menace représentait des dizaines de victimes potentielles qui seraient désormais en sécurité. Ruby a coordonné les opérations à travers ses travaux de fondation, en identifiant les cibles et en fournissant un soutien logistique. Elle avait hérité de l'esprit tactique de son père avec sa flexibilité morale. Et elle a utilisé les deux pour élargir leur mission bien au-delà de ce qu'il avait imaginé à l'origine. Nous faisons une réelle différence, lui a-t-elle dit lors d'un autre appel crypté. Les familles que nous avons aidées sont en plein essor. Les enfants obtiennent le soutien dont ils ont besoin, et les prédateurs qui les ont ciblés ne sont plus une menace pour personne. Combien d'opérations cette année ? 14 interventions réussies, 0 survivants parmi les menaces. Vince a ressenti une vague de fierté. Sa fille était devenue non seulement une survivante, mais un participant actif à protéger les autres confrontés à des dangers similaires. Elle avait pris ses leçons sur l'élimination des menaces et les avait appliquées à l'échelle mondiale. Des complications ? Aucun.
La beauté du travail à l'international est que les autorités locales relient rarement les décès dans différents pays. Un beau-père en Roumanie et un trafiquant d'organes en Thaïlande ne sont évidemment pas liés à moins que quelqu'un ne cherche spécifiquement des modèles. Et personne n'est personne à part nous. 2 ans après sa mort supposée, l'héritage de Vincent Morrison était plus puissant qu'il ne l'avait jamais été au cours de son vivant. Grâce à la fondation, Ruby a maintenant commandé des ressources qui lui ont permis d'identifier et d'éliminer les menaces pour les enfants vulnérables dans le monde. Grâce à sa nouvelle identité, Vince pourrait opérer sans contrainte légale ni surveillance fédérale. Il deviendrait quelque chose de sans précédent. Une équipe perfide de protecteurs qui a utilisé la force mortelle pour défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Avez-vous déjà pensé à ce que nous sommes devenus? Demanda Ruby lors d'une de leurs conversations. Que voulez-vous dire? Nous avons tué des dizaines de personnes entre nous. Nous opérons en dehors de la loi. Juger les gens coupables de crimes dont ils n'ont pas été condamnés et les exécuter sans procès. Vince a étudié le visage de sa fille sur le flux vidéo crypté. Elle n'avait pas l'air troublée par ces faits, simplement curieux de son point de vue. Est-ce que cela vous dérange? Non. Je me demandais juste si cela vous dérangeait. Jamais. Chaque personne que nous avons éliminée a fait le choix de prier sur la vulnérable. Nous nous sommes simplement assurés de faire face aux conséquences de ces choix. Ruby sourit. Bien parce que j'ai 17 nouveaux cas dont je veux discuter avec vous. Alors qu'elle commençait à décrire les dernières menaces qu'ils avaient identifiées, les prédateurs ciblant les enfants handicapés, les familles qui envisagent d'abandonner des parents ayant des besoins spéciaux, les trafiquants exploitant le vulnérable. Vince a ressenti la profonde satisfaction d'une mission qui avait évolué au-delà de sa vision originale. Il avait commencé par protéger une fille handicapée de sa propre mère. Maintenant, lui et cette fille protégeaient des centaines d'enfants vulnérables contre les menaces à travers le monde. Vincent Morrison n'avait jamais pardonné de trahison, et il n'avait jamais oublié les gens qui essayaient de nuire à ceux qu'il aimait. Mais il n'avait également jamais imaginé que son approche sans compromis de l'élimination des menaces deviendrait le fondement de quelque chose de plus grand que la vengeance personnelle. Ruby avait transformé ses instincts protecteurs en une mission mondiale de justice. Et ensemble, ils poursuivraient cette mission aussi longtemps que les enfants vulnérables avaient besoin d'une protection contre les prédateurs qui les considéraient comme des cibles faciles. Certains héritages ont été construits sur l'argent, la propriété ou la réputation. L'héritage de Morrison a été construit sur les corps de ceux qui ont prié sur les innocents, et il continuerait de croître, à éliminer la menace à la fois, aussi longtemps que les méchants ont fait l'erreur de cibler ces Vincent Morrison et sa fille considéraient la peine d'être protégés. En fin de compte, l'amour s'était avéré être la force la plus dangereuse de toutes, car il n'y avait pas de limite à ce que Vincent Morrison ferait pour les gens qu'il aimait, et aucune pitié qu'il montrerait à ceux qui l'ont menacé. Les montagnes lui avaient appris que certaines chutes étaient finales et qu'il avait passé sa vie à s'assurer que les bonnes personnes ont fait la chute. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. La maison, les placements, les liquidités. On parle d'environ 1,9 million de dollars. Vince a failli lâcher le téléphone. Je suis désolé. Quoi? Votre femme ne vous l'a pas dit. On essaie de la joindre depuis plus d'une semaine. L'héritage est conséquent, et il y a des décisions urgentes à prendre concernant la propriété. Après avoir raccroché, Vince s'est assis dans son bureau. Une chambre aménagée en chambre remplie de cartes, de manuels de sécurité et de photos de son temps dans l'armée. Près de 2 millions de dollars. De quoi assurer les soins de Ruby à vie. Pour qu'elle obtienne le meilleur équipement, les meilleurs traitements. Pourquoi Claudia n'avait-elle rien dit de tout cela? Il a trouvé la réponse le soir même en revenant chercher Ruby à l'école. Claudia était dans leur chambre en train de faire sa valise. « Vous allez quelque part ?» demanda-t-il depuis l'embrasure de la porte. Elle sursauta, laissant tomber une pile de lingerie coûteuse. Il n'avait jamais vu ça auparavant. « Oh, tu es en avance. J'étais juste en train d'organiser quelques affaires. L'avocate a appelé au sujet de ta grand-mère. » Son visage s'est évanoui. « Quel avocat ? » Harold Fitzpatrick. Une conversation intéressante sur 1,9 million de dollars que tu as oublié de mentionner. Puis il est entré dans la pièce, la voix d'un calme mortel. Avais-tu prévu de me parler de l'héritage avant ou après ta disparition? La main de Claudia tremblait en fermant la valise. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les bagages coûteux, les nouveaux vêtements, les appels téléphoniques secrets. Tu crois que je n'ai pas remarqué? Vince traquait ses faits et gestes depuis des semaines.
utilisant des compétences qu'il avait maintenues en vie en territoire hostile. Depuis combien de temps préparais-tu ça, Claudia? Préparer quoi? Mais sa voix s'est brisée, et ils ont tous deux compris que le mensonge était inutile. Partir, prendre l'argent et fuir. Et Ruby? Quelque chose a changé dans l'expression de Claudia. Une dureté qui rendait ses mots très étranges. Ruby ira bien. Elle t'a et elle a ses besoins. Des besoins particuliers. Je ne suis pas fait pour cette vie, Vince. Je n'ai jamais été. C'est ta fille. C'est une responsabilité que je n'ai jamais voulu. Les mots jaillirent comme du venin. Je voulais une vie normale, une famille normale. Je voulais voyager, peindre à Florence, organiser des dîners sans me soucier de l'accessibilité en fauteuil roulant. Je voulais. Tu voulais jouer à la maison jusqu'à ce que ça devienne difficile. Le menton de Claudia se leva d'un air de défi. Trevor comprend. Il sait ce que c'est que de vouloir plus que cette prison de banlieue. C'était là. La confirmation que Vince redoutait et attendait à parts égales. Depuis combien de temps est-ce important? Depuis combien de temps étais-tu lui? Elle tressaillit au ton de sa voix. La même voix qu'il avait utilisée lors des interrogatoires à Fallujah. Depuis. Juste après l'accident, il était là. Il écoutait. Il ne me traitait pas comme si j'étais brisé juste parce que ma fille l'était. Vince sentit quelque chose de froid et de calculateur s'installer dans sa poitrine. Le même sentiment qu'il avait éprouvé en identifiant les menaces dans une foule, en séparant les combattants ennemis des civils. Claudia venait de se joindre à la colonne ennemie. Et l'argent est à moi. Grand-mère m'a laissé ça, pas à nous. Je prends ce qui m'appartient et je recommence avec Trevor. Avec Trevor. Sa voix s'amplifia. On planifie ça depuis des semaines. On part pour la Californie demain, puis peut-être pour l'Europe. Un endroit chaud, un endroit magnifique, un endroit où je pourrais repeindre et me souvenir de qui j'étais avant tout ça. Vince hocha lentement la tête, l'air indéchiffrable. Et Ruby, tu es son père. Tu prendras soin d'elle. Tu es doué pour réparer les choses cassées. L'insulte planait entre eux comme une lame. Vince avait reçu un éclat d'obus dans la jambe gauche lors de son 3e déploiement. Elle lui faisait encore mal avant les tempêtes. Il ne s'en était jamais plaint, ne s'était jamais laissé ralentir. Mais Claudia venait de révéler exactement comment elle voyait leur fille. Brisée, abîmée, jetable. Je ne contesterai pas le divorce, dit Vince doucement. Prends la moitié de l'argent si tu veux. Prends la valeur nette de la maison, mais laisse Ruby en dehors. Le soulagement de Claudia était visible. Merci. Je sais que c'est dur, mais c'est mieux ainsi. Par ici pour tout le monde. Où le retrouves-tu? Quoi? Trevor, où le retrouves-tu? Je suppose que vous ne voyagez pas ensemble à partir d'ici. Claudia hésita, puis sembla décider que l'honnêteté était plus sûre que les mensonges. Il part de Denver demain. On se retrouve à San Francisco. Intelligent, moins suspect comme ça. Vince s'écarta et fit un geste vers la porte. Tu devrais emballer le reste de tes affaires. Je vais occuper Ruby en bas. Claudia le fixa, visiblement surprise par son calme. Ça te va? Je te veux heureuse, Claudia. Je l'ai toujours été. Les mots avaient un goût de cendre, mais ils servent son but. Qu'elle pense qu'il était battu. Compétent. Qu'elle sous-estime l'homme avec qui elle avait vécu pendant 10 ans, sans jamais vraiment connaître. Ce soir-là, après que Claudia eut chargé sa voiture de valises et de cartons de ses tableaux, après avoir embrassé le front de Ruby et murmuré un au revoir qui sonnait comme un mensonge, Vince s'assit dans son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Il avait du travail. Chapitre 3, la route en montagne. Le 30 octobre, le soleil se leva d'abord, clair et net, avec un ciel d'un bleu éclatant qui donnait l'impression que les rocheuses étaient si proches qu'on aurait pu les toucher. Vince était dans sa cuisine en train de préparer le petit déjeuner de Ruby lorsqu'il entendit la voix de Claudia dans le couloir, artificiellement joyeuse et enjouée. « Tu veux qu'on fasse un tour en voiture aujourd'hui, ma chérie? Rien que tous les deux. » Vince figea la spatule à mi-chemin de l'assiette. D'après le plan que Claudia pensait qu'il ignorait. Elle devait prendre l'avion pour San Francisco cet après-midi. Trevor était déjà parti. Vince avait confirmé son départ la veille au soir grâce à ses contacts à l'aéroport. Où irions-nous, maman?
La voix de Ruby portait l'espoir prudent d'un enfant qui a appris à ne pas trop s'attendre à quelque chose. Un endroit magnifique, là-haut dans les montagnes. On pourrait pique-niquer, prendre des photos. Ça te dirait? Vince posa la spatule et s'approcha de la porte. Par l'entrebâillement, il vit Claudia agenouillée près du fauteuil roulant de Ruby. Son expression était animée comme elle ne l'avait pas été depuis des mois. Mais quelque chose clochait dans son sourire. Trop large, trop éclatant, comme un masque tendu sur un creux. Papa peut venir aussi? Pas aujourd'hui, ma puce. Papa doit travailler. C'est juste pour nous les filles. Le visage de Ruby s'assombrit légèrement, mais elle hocha la tête. D'accord. Puis-je apporter mon matériel de dessin? Je peux peut-être dessiner les montagnes. Bien sûr. La voix de Claudia se brisa légèrement. Apportez ce que vous voulez. Vince se retira dans la cuisine, l'esprit en ébullition. Pourquoi Claudia voudrait-elle emmener Ruby où que ce soit? Elle lui fit clairement comprendre que leur fille était un fardeau, un obstacle à sa nouvelle vie avec Trevor. À moins que cette pensée ne lui glace le sang. Claudia hériterait de tout si quelque chose arrivait à Ruby. Légalement, l'héritage lui appartenait, mais Ruby aurait droit à une aide médicale qui grignoterait ses 1,9 million. Et si Ruby mourait dans un accident, une chute tragique lors d'une balade en montagne, peut-être que Claudia serait libre de commencer sa nouvelle vie sans aucun fardeau financier ou émotionnel. Vince s'obligea à réfléchir de manière clinique, comme il avait analysé les schémas de menaces dans les zones de combat ou les faits. Claudia devait partir pour la Californie aujourd'hui. Elle avait soudainement décidé d'emmener Ruby faire un voyage inattendu en montagne. Elle ne voulait absolument pas de Vince. Elle avait de toute façon prévu d'abandonner Ruby, donc l'attachement émotionnel n'était pas un facteur. Près de 2 millions de dollars étaient en jeu. La conclusion était inévitable et terrifiante. Claudia prévoyait de tuer leur fille. Papa, appela Ruby depuis le couloir. Maman m'emmène voir les montagnes. Peux-tu m'aider à emballer ma boîte à dessin? Vince reprit son expression et sortit pour aider sa fille, l'esprit déjà en mode opérationnel. Il lui restait 2 heures, peut-être 3, avant que ce que Claudia préparait n'arrive. Il devait les suivre, mais prudemment. S'il avait tort, il aurait l'air d'un ancien soldat paranoïaque traquant sa femme arrangée. S'il avait raison, il allait voir quelqu'un tenter d'assassiner son enfant. Tiens, ma puce. Il s'agenouilla près du fauteuil roulant de Ruby et l'aida à ranger son matériel de dessin. Prends les bons crayons de couleur, ceux que grand-père t'a donnés. Tu regarderas mes dessins à mon retour? Absolument. Il l'embrassa sur le sommet de la tête, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. Je t'aime, Ruby. Je t'aime aussi, papa. Claudia apparut avec la veste de Ruby et un petit sac à dos, prête pour notre aventure. En partant, Vince remarqua que Claudia s'était changée. Elle portait maintenant des chaussures de randonnée, un jean foncé et une grosse veste. Pratique. Des vêtements pour la montagne. Le genre de tenue qu'on porterait pour redescendre un sentier après avoir poussé un fauteuil roulant d'une falaise. Vince attendit exactement 4 minutes après la disparition de leur voiture, puis prit ses clés et son équipement tactique. Sa Jeep était équipée d'un système de localisation GPS, d'un système de vision nocturne et d'une caméra longue portée avec téléobjectif. Des outils de travail qui allaient devenir des instruments de sauvetage ou des preuves dans une affaire de meurtre. Le dispositif de localisation qu'il avait installé sur la voiture de Claudia la semaine précédente la montrait se dirigeant vers l'ouest sur l'I-7 en direction des cols de montagne. Elle roulait vers Loveland Pass, une route sinueuse et dangereuse avec des dénivelés abrupts et des glissières de sécurité minimale. L'endroit idéal pour un accident. Vince la suivit à distance, utilisant sa lunette d'observation pour garder leur voiture en vue tout en restant suffisamment en retrait pour éviter d'être repéré. Ses mains étaient fermes sur le volant, mais son cœur battait fort. Chaque minute qui passait rapprochait Ruby du danger. La route montait régulièrement, passant Georgetown et Silver Plume, dans les hautes terres où les trembles avaient déjà perdu leurs feuilles dorées pour l'hiver. La voiture de Claudia s'arrêta finalement dans un endroit pittoresque. Un belvédère à environ 2 mètres avant le sommet précédent. Une aire de repos avec une vue spectaculaire sur la vallée en contrebas, sans aucune autre voiture en vue. Vince se gara derrière un bosquet de pins à 800 mètres et sortit son appareil photo. À travers le téléobjectif, il observa Claudia aider Ruby à sortir de la voiture et à s'installer dans son fauteuil roulant.
Elle semblait avoir une conversation normale, Ruby pointait les montagnes avec enthousiasme tandis que Claudia souriait et hochait la tête. Puis Claudia commença à pousser le fauteuil roulant vers le bord du belvédère. Le sang de Vince se glaça lorsqu'il réalisa ce qu'il voyait. Le belvédère était doté d'une barrière de pierre à hauteur de taille, mais au-delà, il y avait un précipice de plusieurs centaines de mètres. Il suffisait à Claudia de soulever les roues avant du fauteuil de Ruby par-dessus la barrière et de pousser. On aurait dit un tragique accident. Une mère et sa fille profitaient de la vue lorsque le fauteuil roulant a basculé. À travers l'objectif de son appareil photo, Vince observait sa femme positionner le fauteuil de Ruby à quelques mètres de la barrière. Elle parlait avec animation, désignant la vallée d'un geste, distrayant Ruby. Ruby riait, complètement inconsciente d'eux. Sa mère la préparait à l'assassinat. Claudia jeta un coup d'œil autour du belvédère vide, confirmant qu'elles étaient seules. Puis elle se plaça derrière le fauteuil roulant de Ruby et posa les mains sur les poignets. Vince courait déjà. Il avait quitté sa Jeep en silence, utilisant toutes les techniques de furtivité que l'armée lui avait apprises pour se déplacer à travers les arbres. Le belvédère était à 180 mètres, à travers un terrain rocailleux et des pins épars. Il lui restait peut-être 30 secondes avant que Claudia ne passe à l'action. À travers la caméra qui rebondissait sur sa poitrine, il les voyait encore. Claudia avait commencé à pousser Ruby plus près de la barrière. Ruby se penchait en avant, excitée, pointant quelque chose dans la vallée en contrebas. « Regarde, maman, c'est un lac là-bas ?»« Oui, ma puce. Un magnifique lac bleu. » La voix de Claudia résonnait clairement dans l'air raréfié de la montagne. Elle souleva les roues avant du fauteuil de Ruby sur la barrière de pierre. Ruby gloussa à la sensation de basculement en avant. C'est comme une balançoire. C'est vrai, ma puce. Comme une balançoire. Vince était à 50 mètres, se déplaçant aussi vite qu'il le pouvait sur le sol accidenté. Claudia releva le fauteuil roulant. Le poids de Ruby était maintenant en équilibre précaire sur la barrière. Une poussée et elle tomba. Maman, j'ai peur. C'est trop haut. N'aie pas peur, ma puce. Maman te tient. Les mains de Claudia se déplacèrent pour pousser le fauteuil roulant par-dessus le bord. Arrête. Le rugissement de Vince résonna dans les montagnes tandis qu'il jaillissait de la forêt. Son pistolet de service sortit et pointa directement la tête de sa femme. Claudia se retourna, le visage marqué par le choc et la culpabilité. Le fauteuil roulant de Ruby vacillait au bord de la barrière, entre la sécurité et la mort. Papa. La voix de Ruby était aiguë et effrayée. Que se passe-t-il? Très prudemment, dit Vince, d'une voix d'un calme mortel malgré l'adrénaline qui le submergeait. Éloigne-la du bord. Vince, ce n'est pas Claudia, balbutia-je. J'ai dit prudemment. Un faux pas et je te mets une balle dans le crâne. Les mains de Claudia tremblaient tandis qu'elle reposait le fauteuil roulant de Ruby sur la terre ferme. Ruby essaya immédiatement de se retourner, mais Vince garda les yeux fixés sur sa femme. Papa, pourquoi as-tu ton arme? Ce n'est rien, mon petit. Papa fait juste attention. Il n'a pas quitté Claudia des yeux. Tu allais la tuer. Non. Non, jamais. Je t'observe depuis 10 minutes. Je t'ai vu positionner sa chaise. Je t'ai vu la soulever sur la barrière. Tu allais pousser notre fille d'une falaise. Le sang-froid de Claudia s'est effondré. Elle est déjà morte. Vince, tu ne comprends pas? La petite fille que nous avons élevée est partie. Cette chose dans le fauteuil roulant, c'est plus Ruby. C'est juste un fardeau, un rappel constant de tout ce qui a mal tourné. Je ne peux pas vivre avec ça. Ruby émit un petit son blessé. Vince vit le visage de sa fille se déformer lorsqu'elle comprit enfin ce qui se passait. Maman voulait me faire du mal. Ces mots brisèrent quelque chose de fondamental dans la poitrine de Vince. Mais sa voix resta ferme, son objectif inébranlable. Éloigne-toi d'elle, Claudia. Vince, s'il te plaît. On peut arranger ça. L'argent, on peut le partager. Tu peux t'occuper de Ruby et je disparais. Tu ne me reverras plus jamais. Tu as raison sur cette dernière partie. Quelque chose dans son ton fit reculer Claudia, ses yeux s'écarquillant d'une nouvelle forme de peur. Vince, qu'est-ce que tu es? Tu viens d'essayer de tuer ma fille? Tu pensais que j'allais appeler la police? Te laisser négocier un plaidoyer pour homicide involontaire.
Te laisser sortir dans 15 ans et réessayer. Papa. La voix de Ruby était faible et effrayée. Ferme les yeux, ma fille, et bouge-toi les oreilles. Peux-tu faire ça pour moi? Ruby hocha la tête et plaqua ses mains sur ses oreilles, fermant les yeux. Vince regarda sa femme, la femme qu'il avait aimée, la mère de son enfant, celle qui venait de commettre l'acte le plus impardonnable qui soit. Vincent Morrison ne pardonne pas, dit-il doucement. Et il n'oublie pas chapitre 4. Le calcul. Le silence après la mort de Claudia s'étendait sur la montagne comme de la neige fraîche. Propre, complet et irréversible. Vince baissa son pistolet et s'agenouilla près du fauteuil roulant de Ruby, écartant doucement ses mains de ses oreilles. Tout va bien maintenant, ma puce. Tu peux ouvrir les yeux. Ruby cligna des yeux vers lui. Son visage était inondé de larmes. Où est maman? Vince jeta un coup d'œil vers le bord du belvédère où le corps de Claudia avait disparu dans la vallée en contrebas. Maman est partie, ma puce. Elle ne reviendra pas parce qu'elle voulait me faire du mal. La question le blessa plus profondément que tous les éclats d'obus qu'il avait reçus en Afghanistan. L'esprit de Ruby, alors âgé de 8 ans, essayait de comprendre quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à comprendre, que sa propre mère avait tenté de la tuer. Oui, répondit simplement Vince. Il avait appris depuis longtemps que les mensonges, même les plus gentils, ne faisaient que rendre la vérité plus difficile à supporter plus tard. Mais je l'ai arrêté. Et je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Ruby hocha la tête solennellement, puis leva la main et le serra contre lui. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma petite fille, plus que tout au monde. Tandis qu'il tenait sa fille dans ses bras, Vince réfléchissait déjà à la logistique. Le corps de Claudia finirait par être retrouvé, mais probablement pas avant plusieurs jours. Les secours en montagne supposeraient qu'elle était tombée seule en randonnée. Sa voiture serait découverte au belvédère, et la conclusion logique serait un tragique accident. L'héritage serait toujours bloqué par la succession, mais Ruby était la plus proche parente de Claudia. Finalement, l'argent lui reviendrait, géré par Vince, son tuteur. Assez pour lui assurer les meilleurs soins, le meilleur équipement, la meilleure vie possible malgré son handicap. Papa, on peut rentrer à la maison maintenant? Dans quelques minutes, mon petit, d'abord, il faut faire très attention à ce qu'on dit aux gens. Ruby le regarda avec une expression sérieuse qu'elle avait héritée de lui à propos de maman qui essayait de me faire du mal. Certains pourraient ne pas comprendre pourquoi. Papa a dû l'arrêter. Il pourrait penser que papa a fait quelque chose de mal, même s'il te protégeait. Alors, disons que maman t'a emmené ici pour voir les montagnes, puis qu'elle a décidé d'aller se promener seule. Nous sommes restés près de la voiture, car c'était trop rocailleux pour ton fauteuil roulant. Comme elle n'est pas revenue, nous nous sommes inquiétés et sommes rentrés. Ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Non, ce n'est pas le cas. Mais parfois, il faut être intelligent dans ce que l'on dit aux gens, surtout quand la vérité peut causer des problèmes à ceux qu'on aime. Ruby envisagea cela avec la gravité d'une enfant qui a appris que le monde était plus compliqué et dangereux qu'elle ne le pensait. D'accord, papa, je comprends. Ils rentrèrent chez eux dans un silence confortable, Ruby somnolent contre son siège auto pendant que Vince planifiait la suite. Lorsqu'ils atteignirent leur quartier de banlieue, il avait tout planifié. D'abord, il appela la police pour signaler la disparition de Claudia. Son histoire était simple et crédible. Sa femme avait emmené leur fille handicapée faire un tour en voiture à la montagne. À leur retour, Claudia était agitée et voulait partir en randonnée seule. Elle n'était jamais revenue à la voiture. Vince avait attendu le soir pour raccompagner Ruby chez elle et appeler les secours. Nous avions des problèmes conjugaux, avait-il confié à l'inspectrice Lisa Ramirez lorsqu'elle était arrivée chez lui. Claudia était aux prises avec le handicap de Ruby. Elle parlait de partir, de recommencer quelque chose. Était-elle déprimée, Monsieur Morrison? Suicidaire. Vince s'autorisa à prendre un air peiné. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait consulté un thérapeute, mais elle refusait de m'en parler. Et il y avait quelqu'un d'autre. Un autre homme. La plume de l'inspectrice griffonnait sur son bloc-notes. Avez-vous un nom? Trevor Hannigan. C'était le kinésithérapeute de Ruby. Je crois qu'ils prévoyaient de partir ensemble. Où est Monsieur Hannigan maintenant? En Californie, je crois. Il est parti hier. L'inspectrice Ramirez a levé les yeux brusquement avant que votre femme ne disparaisse.
Oui, je crois qu'il a peut-être changé d'avis et qu'il ne l'a pas emmené avec lui. C'est peut-être pour ça qu'elle était si bouleversée. C'était un coup de maître. Donner à la police un récit expliquant l'état émotionnel de Claudia et fournissant un mobile plausible pour un suicide ou un comportement imprudent. Après enquête, il découvre que Trevor s'était bel et bien rendu à San Francisco la veille grâce à des billets d'avion achetés avec l'héritage de Claudia. L'opération de recherche et de sauvetage a commencé le lendemain matin. Vince s'est porté volontaire pour aider, jouant le rôle du mari inquiet tout en s'assurant secrètement que les recherches se déroulaient aux bons endroits. Le troisième jour, le corps de Claudia a été retrouvé au fond d'un ravin, le crâne fracturé par la chute. « Je suis désolé pour votre perte », lui a dit l'inspectrice Ramirez en lui annonçant la nouvelle. Le médecin légiste conclut à une mort accidentelle. Il semble qu'elle ait glissé et soit tombée lors d'une randonnée seule. Vince a hoché la tête gravement. Elle était toujours impulsive. J'aurais dû l'accompagner. Monsieur Morrison, il y a une chose. Nous avons parlé à Monsieur Hannigan en Californie. Il admet avoir eu une liaison avec votre femme, mais affirme qu'il n'avait pas l'intention de partir ensemble. En fait, il dit, votre femme l'a appelé à plusieurs reprises le jour de sa mort, mais il a refusé de répondre. Je vois. Il semblait sincèrement choqué par sa mort, et il a des alibis pour toute la période. Dossier de vol, reçu d'hôtel, témoin, alors il l'a abandonné. Vince a laissé la colère transparaître dans sa voix. Elle prévoyait de quitter sa famille pour lui, et il ne voulait même pas d'elle. Apparemment, c'était le cas. Je suis désolé. Après le départ de l'inspecteur, Vince s'est assis dans son salon avec Ruby, qui travaillait sur un dessin des montagnes. Le dessin montrait deux silhouettes près d'une voiture, elle-même et son père. Il n'y avait aucune trace de Claudia dans la composition. « Ça va, ma fille ?» Ruby leva les yeux de son dessin. « Je crois que oui, papa. »« Oui. Es-tu triste que maman soit morte ?» La question le prit de court. Il observa le visage de sa fille, à la recherche d'un signe du traumatisme qu'elle avait subi. Mais Ruby semblait remarquablement résiliente. Peut-être parce qu'elle avait déjà digéré l'abandon émotionnel de sa mère depuis des mois. « Je suis triste qu'elle ait été malade, dit-il finalement. Je suis triste qu'elle n'ait pas pu nous aimer comme nous le méritions. Mais je ne suis pas triste qu'elle ne puisse plus nous faire de mal. » Ruby hocha la tête et rendit son dessin. « Je ne suis pas triste non plus. Est-ce mal ? Non, ma chérie. Ce n'est pas mal de se sentir en sécurité. » Ce soir-là, après que Ruby se soit endormie, Vince appela la Californie. Trevor Hannigan. Ici Vincent Morrison. Il y eut un long silence. Seigneur, j'ai entendu parler de Claudia. Je suis tellement désolé pour ta perte. Et toi ? Bien sûr que si. Écoute, je sais ce que tu dois penser de moi, mais je pense que tu es un prédateur qui a ciblé une femme vulnérable et l'a convaincue d'abandonner son enfant handicapé pour de l'argent. Ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Tu as séduit ma femme, lui as fait des promesses que tu n'avais aucune intention de tenir, puis tu l'as laissée partir lorsqu'elle a essayé de les tenir. La voix de Trevor devint défensive. Claudia était instable. Ce qu'elle parlait de faire, quitter Ruby, disparaître avec l'héritage. J'ai compris que je ne pouvais pas être impliqué dans ça. Alors, tu as pris son argent pour les billets d'avion et les réservations d'hôtel, puis tu as décidé de te forger une conscience. Je n'ai jamais pris son argent. J'ai payé mon voyage. Bean sourit froidement à ce mensonge. Son enquête financière a été minutieuse. Les reçus de cartes de crédit disent le contraire. Trevor. Ce que je regarde en ce moment. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Voilà ce qui va se passer. Tu vas disparaître. Changer de nom. Déménager loin. Et ne plus jamais contacter quelqu'un de ton ancienne vie. Parce que si jamais je te revois, si jamais j'apprends que tu travailles à nouveau avec des familles vulnérables, si jamais tu t'approches de ma fille, je te tuerai. Tu comprends ? Tu ne peux pas me menacer. J'appellerai la police et je leur dirai quoi ? Que le mari de votre défunte amante soit contrarié par votre liaison, sachant que vous lui avez volé de l'argent. Je suis sûr qu'ils seront très compréhensifs. La ligne était silencieuse, à l'exception des contractions de Trevor. J'étais sniper en Afghanistan, Trevor. 3 victimes confirmées à plus de 800 mètres. Tu ne me verrais même pas arriver. Tu es fou.
Je suis pragmatique. Ma femme est morte parce qu'elle t'a choisi plutôt que sa famille. Je te considère en partie responsable. Maintenant, tu dois en subir les conséquences. Vince a raccroché et supprimé le numéro de Trevor de son téléphone. En 6 mois, l'homme avait bel et bien disparu, démissionné, sans adresse de réexpédition et disparu des réseaux sociaux. Message reçu et compris. L'héritage a mis 8 mois à être homologué. Une fois cela fait, Vince a créé un fonds fiduciaire pour Ruby Care d'éducation, a investi le reste avec prudence et a acheté une nouvelle maison entièrement équipée. Ils ont déménagé à Colorado Springs, plus près de meilleurs établissements médicaux et plus loin des souvenirs de Claudia. Ruby s'adapta à leur nouvelle vie avec une résilience remarquable. Elle excella dans ses programmes de sports adaptés, se fit des amis dans sa nouvelle école et continua à créer des œuvres qui capturaient la beauté du monde qui l'entourait. Elle mentionnait rarement sa mère, et quand elle le faisait, c'était sans tristesse ni nostalgie. « Ça te manque d'avoir une maman ?» demanda-t-elle un soir alors que Vince l'aidait à faire ses devoirs. « Ça me manque d'avoir une maman que je pensais que tu méritais », répondit-il honnêtement. « Mais la personne qu'elle était ne me manque pas, moi non plus. » Ruby retourna à ses problèmes de maths. « On est mieux tous les deux, n'est-ce pas ? » « Si, ma puce. On l'est. » Vince avait appris quelque chose d'important sur ce belvédère. Il y avait des limites qu'une fois franchies, on ne pouvait jamais défaire. Claudia avait choisi de considérer leur fille comme sacrifiable, et ce choix l'avait rendue sacrifiable en retour. Vincent Morrison protégeait ce qui comptait pour lui et éliminait les menaces avec une précision chirurgicale. Il dormait bien la nuit, sachant que la philosophie ne changerait jamais. Chapitre 5. Le jugement. 2 ans après la mort de Claudia, Vince pensait que son passé était enterré aussi définitivement que le corps de sa femme. Puis Trevor Hannigan fit l'erreur de retourner à Denver. Le premier signe fut un message vocal sur le portable de Ruby, un cadeau d'anniversaire. Pour ses 10 ans, accompagné d'un protocole de surveillance strict. « Salut Ruby, c'est Trevor. J'étais ton kiné. Tu te souviens ? Je me demandais si je pouvais te voir un de ces jours. On pourrait peut-être aller manger une glace et parler de ta mère. » Vince passa le message 3 fois, son expression devenant plus froide à chaque répétition. Ruby était dans la cuisine quand l'appel arriva, en train de faire ses devoirs à la table spécialement aménagée qu'il avait construite pour son fauteuil roulant. « Papa, tu as l'air en colère. » Quelqu'un a appelé qui n'aurait pas dû. Il s'agenouilla près de sa chaise, la voix soigneusement contrôlée. « Ruby, tu te souviens de Trevor ? L'homme qui t'aidait pour tes exercices. Celui qui faisait rire maman. » L'expression de Ruby était neutre. Elle avait appris à lire ses humeurs et savait que quelque chose n'allait pas. « Oui, il t'a appelé à l'instant. S'il essaie de te recontacter, il appelle, envoie des SMS. Il se présente à l'école. Tu me le dis immédiatement. Ne lui parle pas. Ne va nulle part avec lui. Tu comprends ? » Ruby hocha la tête solennellement. « Est-il dangereux ? » Potentiellement. Il est en partie responsable de la maladie de maman. Cet après-midi-là, pendant que Ruby était à son cours de natation adapté, Vince passa quelques appels. En 2 heures, il avait l'adresse actuelle de Trevor, ses informations professionnelles et sa routine quotidienne. L'homme travaillait dans une clinique de kinésithérapie à Lakewood sous son vrai nom, apparemment convaincu qu'il avait suffisamment de temps pour être en sécurité. Il avait tort. Vince mena une surveillance pendant 3 jours, découvrant les habitudes de Trevor. L'homme vivait seul dans un immeuble d'appartements avec jardin, conduisait une Honda Civic d'occasion et semblait avoir des difficultés financières. Il travaillait tard la plupart des soirs et s'arrêtait au même bar sportif 2 fois par semaine. Un être d'habitude, ce qui le rendait prévisible et vulnérable. Jeudi soir, Vince suivit Trevor au bar de Mali et s'assit 2 tabourets plus loin. Trevor regardait un match de basket en sirotant une bière, apparemment inconscient d'être observé. « Trevor Hannigan », dit Vince doucement. Trevor se retourna et son visage devint blanc en reconnaissant son observateur. « Morrison, que fais-tu ici ? » ?»« Appelle ma fille. Je voulais juste voir comment elle allait. » Claudia parlait toujours de « ne dis pas ça ». La voix de Vince trancha le bruit de la grange comme une lame. « Ne dis pas son nom. Ne fais pas semblant de te soucier d'eux. » Trevor jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. Le bar était bondé, ce qui le rassurait probablement. « Écoute, je sais que tu me reproches ce qui s'est passé,
mais j'aime Claudia. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit blessée. Tu l'as abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de toi. Elle parlait de faire des choses qui auraient ruiné nos vies à tous les deux. J'ai essayé de la raisonner, mais elle ne voulait rien entendre. Vince étudia le visage de Trevor, déchiffrant les micro-expressions qui distinguaient le vrai du faux. L'homme se racontait une histoire facile, qu'il avait été rationnel, que la mort de Claudia était tragique, mais pas de sa faute. Quoi? Elle voulait emmener Ruby quelque part et faire passer ça pour un accident. Elle disait que ça réglerait tous nos problèmes, qu'on pourrait avoir l'argent de l'héritage et prendre un nouveau départ ailleurs. La voix de Trevor se fit plus basse. Je lui ai dit que je ne pouvais pas être impliqué dans une telle histoire. C'est à ce moment-là que je suis parti pour la Californie. Mais tu as gardé l'argent qu'elle t'avait donné. Quel argent? Vince sortit son téléphone et montra à Trevor une photo de relevé de carte de crédit. Les $3000 qu'elle a virés sur ton compte. L'argent qui a payé ton voyage en Californie. Les mains de Trevor tremblaient en reconnaissant les documents. Comment les as-tu obtenus? Je suis très doué pour trouver des informations. Relevés bancaires, antécédents professionnels, dossiers médicaux. Tout est disponible si tu sais où chercher. Ce sont des dossiers privés. Tu ne peux pas. Je peux faire ce que je veux, Trevor. J'ai des ressources que tu n'imagines pas et une flexibilité morale que tu ne comprendrais pas. Vince se pencha plus près. Ce que je ne peux pas faire, c'est te permettre de contacter ma fille. Je n'essaie pas de la blesser. Je pensais juste qu'elle en saurait plus sur sa mère, sur l'amour que Claudia lui portait. Claudia a essayé de pousser Ruby d'une falaise. Les mots ont frappé Trevor comme un coup de poing. Son verre de bière lui a glissé des doigts et s'est brisé au sol, arrachant des marches aux autres clients. Ce n'est pas. Elle ne l'aurait pas fait. Elle était juste bouleversée, elle parlait comme une folle. J'étais là, Trevor. Je l'ai vu positionner le fauteuil roulant de Ruby au bord d'une chute de 90 mètres. Je l'ai vu soulever les roues avant par-dessus la barrière. Je l'ai vu se préparer à pousser ma fille vers la mort. Le visage de Trevor était devenu gris. Tu mens. Vraiment? Réfléchis. Claudia disparaît sur une route de montagne avec Ruby. Son corps est retrouvé au fond d'un ravin. Ruby rentre traumatisée et refuse de parler de ce qui s'est passé. Quelle conclusion en tirerais-tu? Oh mon Dieu, Trevor a enfoui son visage dans ses mains. Elle allait vraiment le faire et tu l'as laissé faire. Tu l'as convaincu que Ruby était un fardeau, qu'elle méritait une autre vie, que l'argent de l'héritage était plus important que la vie de sa fille. Je n'ai jamais dit ces choses. Tu n'étais pas obligé. Tes actes l'ont dit pour toi. Tu as séduit une femme vulnérable, tu l'as isolée de sa famille, puis tu l'as abandonnée quand son désespoir est devenu dangereux. Vince se leva et laissa tomber le billet de 20 sur le bar. Voilà ce qui va se passer. Tu vas disparaître à nouveau. Cette fois définitivement. Si tu contactes ma fille, si tu t'approches de chez nous, si tu nous cherches en ligne, je considérerai cela comme une menace directe pour la sécurité de Ruby. Et après? Vince regarda Trevor avec la même froideur qu'autrefois envers les combattants ennemis. Alors je te tuerai. Ni par colère, ni par vengeance. Pour une question pratique d'élimination de la menace, la voix de Trevor se brisa. Tu ne peux pas simplement menacer de tuer des gens. Je ne menace pas Trevor. J'explique les conséquences. Claudia a franchi une limite en essayant de blesser Ruby. Tu as franchi une limite en contribuant à créer la situation qui a conduit à ce moment. Dans mon monde, certaines limites ne peuvent être franchies. Vince s'est éloigné, laissant Trevor tremblant au bar. Mais il n'est pas allé bien loin. Il a attendu dans sa Jeep de l'autre côté de la rue, observant Trevor sortir du bar en titubant à travers ses lunettes de vision nocturne 20 minutes plus tard. Trevor était à mi-chemin de sa voiture lorsque Vince a frappé. L'attaque était chirurgicale et silencieuse. Un étranglement sanguin appliqué par derrière a rendu Trevor inconscient en quelques secondes. Vince a traîné le corps inerte dans l'ombre entre deux bâtiments, puis a attendu qu'il reprenne conscience. Réveille-toi, Trevor. Les yeux de Trevor s'ouvrirent brusquement, puis s'écarquillèrent de terreur en réalisant sa situation. Il était attaché à une clôture métallique, incapable de bouger ou d'appeler à l'aide. Qu'est-ce que tu fais? Te faire la leçon sur les conséquences. Vince s'agenouilla près de lui, la voix posée sur le ton de la conversation.
Tu as appelé ma fille parce que tu pensais que suffisamment de temps s'était écoulé pour te mettre en sécurité. Tu pensais que j'étais passé à autre chose, que j'avais oublié, que j'avais accepté que ce qui s'était passé n'était qu'une malheureuse coïncidence. Je t'en prie, je ne voulais pas de mal. Mais tu voulais du mal, Trevor. Peut-être pas du mal physique, mais du mal psychologique. Ruby a passé 2 ans à se remettre de la trahison de sa mère. Elle a réappris à faire confiance pour se sentir à nouveau en sécurité. Et tu veux rouvrir ses blessures parce que tu te sentais coupable d'avoir participé à la mort de Claudia. Vince a sorti un couteau, une lame de combat qu'il avait portée en Afghanistan. La respiration de Trevor est devenue rapide et superficielle. Voilà le problème avec la culpabilité, Trevor. C'est ton problème, pas le nôtre. Ruby n'a pas besoin de savoir pour ta relation avec sa mère. Elle n'a pas besoin d'entendre tes justifications ou tes excuses. Elle a besoin d'être laissée tranquille pour construire une vie saine. Je comprends. Je la laisserai tranquille. Je te le promets. Tu l'avais promis une fois, puis tu es revenu. Vince a appuyé sur une touche. La pointe d'un couteau sur la gorge de Trevor, juste assez fort pour laisser une fine ligne de sang. Les gens comme toi n'apprennent pas des avertissements, Trevor. On apprend de la douleur. Ce qui s'est passé ensuite a duré exactement 17 minutes. À la fin, Trevor était vivant, mais marqué à jamais. Il n'oublierait jamais la leçon, et les rappels physiques garantiraient qu'il n'oublierait jamais qui la lui avait apprise. Tu as 24 heures pour quitter le Colorado, dit Vince en coupant les serre-câbles. Si je te revois, si tu contactes quelqu'un de ton ancienne vie, si tu penses ne serait-ce qu'à ma fille, ce sera comme un léger avertissement en comparaison. Trevor s'est glissé dans l'obscurité, laissant une traînée de sang et de promesses non tenues. Le lendemain matin, Ruby prenait son petit déjeuner lorsque son téléphone a vibré, accompagné d'un SMS. Elle l'a regardé, a froncé les sourcils et l'a tendu à son père. C'est de Trevor, papa. Le message était bref. Je suis désolé. Je ne te dérangerai plus. Sois prudent et heureux. Vince a supprimé le message et a rendu le téléphone. Je n'appellerai plus, mon petit. Bien. Ruby retourna à ses céréales. De toute façon, je ne voulais pas lui parler. Il sentait bizarre. Une drôle d'odeur, celle de la peur et du mensonge. Ruby leva vers lui ses yeux entendus qui semblent parfois trop vieux pour un visage d'enfant de 10 ans. Certaines personnes portent en elles leur mauvais choix. N'est-ce pas, papa? Si. Mais pas nous. Non, ma chérie. Pas nous. Vincent Morrison avait éliminé une autre menace pour la paix de sa fille. Et comme pour Claudia, il dormit bien cette nuit-là, sachant sa famille en sécurité. Chapitre 6, le réseau. Ruby avait 13 ans lorsque Vince découvrit que la famille de Claudia connaissait la vérité sur ce qui s'était passé sur la montagne. La révélation lui parvint d'une source inattendue, l'avocat successoral d'Eleanor Pinton, Harold Fitzpatrick, qui appela pour annoncer une contestation de testament. Monsieur Morrison, je crains qu'il y ait eu du nouveau concernant l'héritage de votre défunte épouse. Sa cousine Patricia Pinton-Wells conteste le testament sur. Il a posé son café avec précaution. Assassiné? C'est absurde. La mort a été jugée accidentelle. Mademoiselle Pinbé-Wells a engagé un détective privé. Elle affirme que de nouveaux éléments suggèrent un acte criminel. De quel genre de preuves s'agit-il? Je ne connais pas les détails, mais elle a déposé une requête en réouverture du dossier. En cas de succès, le fonds fiduciaire de Ruby pourrait être gelé en attendant l'enquête. Après l'appel, Vince, assis dans son bureau, analysait cette nouvelle menace. Patricia Pinton-Wells était la petite-nièce d'Eleanor, une femme d'une 50aine d'années qui vivait à Boston et qui avait toujours déploré d'être exclue de l'héritage. Si elle pouvait prouver que Claudia avait été assassinée, elle pourrait prétendre que l'argent n'avait jamais été légalement transmis à Ruby. Plus inquiétant encore était le détective privé. Quelqu'un posait des questions, fouillait les circonstances de la mort de Claudia, découvrant peut-être des incohérences dans la version officielle. Vince a appelé plusieurs contacts au sein des forces de l'ordre et de la sécurité privée. En 6 heures, il avait une affaire complète. Le dossier de Patricia Pinton-Wells et de son enquêteur, un ancien inspecteur de la police de Boston nommé Marcus Thorne, en est ressorti avec une image troublante. Thorne était compétent et minutieux, réputé pour résoudre les affaires non résolues.
il enquêtait sur la mort de Claudia depuis 8 mois et avait apparemment découvert plusieurs anomalies, l'absence d'enregistrement téléphonique indiquant les derniers déplacements de Claudia, le moment suspect de sa mort par rapport au départ de Trevor, des témoignages faisant état d'un deuxième véhicule au point de vue de la montagne, des incohérences dans les déclarations initiales de Ruby à la police. Pire encore, Thorne avait retrouvé Trevor Hannigan dans sa nouvelle vie en Oregon et l'avait longuement interrogé. Si Trevor avait révélé ce qu'il savait des intentions de Claudia concernant Ruby, cela pourrait constituer un mobile pour le meurtre. Ce soir-là, alors que Ruby suivait son cours d'art hebdomadaire, Vince se rendit au centre-ville de Denver pour rencontrer son avocat, Benjamin Cross. Cross était un ancien avocat militaire spécialisé dans les problèmes juridiques discrets pour des clients aux antécédents complexes. « Quelle est la gravité de cette contestation ?» demanda Vince. Cross examina les documents avec sa méthode habituelle. Précision. Potentiellement très grave. S'ils parviennent à établir le meurtre de Claudio, l'héritage sera gelé dans l'attente d'une enquête criminelle. Même si aucune inculpation n'est retenue, la procédure civile pourrait traîner pendant des années. Et s'ils prouvent le meurtre, tout dépend de l'auteur présumé. Si vous êtes impliqué, la tutelle de Ruby pourrait être contestée. Le fonds fiduciaire pourrait être saisi comme produit du crime. Au pire, vous pourriez perdre la garde de votre fille. La menace était claire. Patricia Pinton-Wells ne cherchait pas seulement à voler l'héritage de Ruby. Elle menaçait de détruire leur vie entière. Mes options étaient-elles légales? J'espère qu'ils ne pourront pas s'acquitter de la charge de la preuve. L'enquête initiale était approfondie et sans preuve directe d'actes criminels. Il s'agit principalement de spéculations circonstancielles et illégales. Cross le regarda fixement. Je n'ai pas entendu cette question et vous ne l'avez pas posée. Vince rentra chez lui avec une évaluation tactique en tête. Patricia Pinton-Wells était la principale menace. Éliminez-la et la contestation testamentaire disparaîtrait avec elle. Mais Marcus Thorne était la menace la plus immédiate. Le danger. Son enquête a donné de la crédibilité au défi. La stratégie intelligente consistait à neutraliser Thorne d'abord, puis à s'occuper de Patricia. Les recherches sur Marcus Thorne ont révélé un homme au casier judiciaire vierge et peu vulnérable. Divorcé, sans enfant, vivant seul dans un appartement du Sud, il conduisait une berline vieille de 10 ans. Son seul point faible notable était un problème de jeu qui avait contribué à son divorce et l'avait contraint à une retraite anticipée de la police. Vince a passé une semaine à étudier les habitudes de Thorne. L'homme était discipliné et prudent. Exactement le genre d'enquêteur qui pourrait éventuellement reconstituer ce qui s'est réellement passé sur la montagne. Il fallait l'arrêter. L'approche choisie par Vince était subtile et psychologique. Plutôt que la confrontation directe, il a commencé à fournir à tort de fausses informations grâce à des sources soigneusement construites. Des relevés bancaires suggéraient que Trevor Hannigan était plus endetté qu'on ne le pensait auparavant. Des témoignages de Californie ont placé Trevor sur les lieux d'un accident suspect impliquant une ancienne petite amie. L'objectif était de réorienter l'enquête de Thorne vers Trevor comme suspect principal, un homme qui avait le mobile, les moyens et l'opportunité de tuer Claudia pour l'argent de l'héritage. Cela a mieux fonctionné que Vince. En 3 semaines, Thorne était convaincu d'avoir identifié le véritable tueur. Il s'envola pour l'Oregon afin d'arrêter Trevor, mais découvrit que sa cible s'était suicidée 2 jours plus tôt, apparemment sous l'effet de la culpabilité et de la pression de l'enquête. La mort de Trevor n'était pas un suicide, bien sûr. Vince s'était rendu en Oregon sous une fausse identité et avait mis en scène la scène après avoir éliminé son ancien adversaire. Mais pour Thorne et les autorités, cela ressemblait à un aveu de culpabilité. Son témoin principal étant mort et son enquêteur convaincu que le véritable tueur avait été retrouvé, Patricia Pinton-Wells abandonna sa contestation testamentaire. L'héritage restait assuré et l'avenir de Ruby était protégé. « Tout va bien, papa ?» demanda Ruby un soir alors qu'il travaillait sur ses dissertations de candidature à l'université. À 17 ans, elle était douée pour les études et avait été acceptée dans plusieurs universités prestigieuses avec des aménagements d'accessibilité. « Tout va bien, ma puce. Pourquoi demandes-tu cela? Tu étais tendue ces derniers temps, plus que d'habitude. » Ruby était devenue une jeune femme perspicace, dotée de l'esprit analytique de son père et de son propre talent artistique. Sensibilité. Elle créait de l'art numérique. Maintenant, elle utilisait des logiciels spécialisés et des contrôleurs adaptatifs qui lui permettaient de peindre avec précision malgré ses limitations physiques. Juste quelques problèmes juridiques avec la famille de ta mère.
Rien à craindre. Essaie-t-il de me voler mon argent? Vince regarda sa fille avec fierté. Elle avait toujours été directe, jamais du genre à fuir les vérités difficiles. C'était vrai, mais c'est réglé maintenant. Ruby hocha la tête et rendit sa dissertation. Bien. J'ai des projets pour cet argent. Oh, je veux créer une fondation pour les enfants handicapés dont les familles n'ont pas les moyens de s'occuper correctement. Elle leva les yeux vers lui d'un air sérieux. Des enfants comme moi si tu ne m'avais pas protégé. Vincent Morrison sentit une chaleur et une force se développer dans sa poitrine. Sa fille avait survécu à une tentative de meurtre, à la perte de sa mère et à des années de difficultés d'adaptation. Au lieu de sombrer dans l'amertume ou la tristesse, elle était devenue quelqu'un qui voulait aider les autres confrontés à des difficultés similaires. C'est un objectif louable, Ruby. J'ai appris en t'observant, papa. Parfois, les bonnes personnes doivent faire des efforts pour protéger ce qui compte. Elle le fit avec désinvolture, comme pour commenter la météo. Mais Vince perçut la compréhension profonde dans ses paroles. Ruby en savait plus sur ce qu'il avait fait qu'elle ne l'avait jamais reconnu directement, et elle approuva. Oui, dit-il doucement. Parfois, c'est le cas. Ce soir-là, Vince se tenait dans son bureau, regardant des photos de leur vie commune. La remise des diplômes de Ruby, sa lettre d'admission à Stanford, sa dernière exposition dans une galerie locale. Chaque étape importante avait été menacée par quelqu'un qui voulait l'utiliser ou lui faire du mal. Chaque menace avait été éliminée. Vincent Morrison avait construit pour sa fille une forteresse de sécurité avec les corps de ses ennemis, et il continuerait à la construire aussi longtemps qu'elle aurait besoin de protection. Chapitre 7. L'héritage. Ruby avait 25 ans et venait d'être nommée parmi les 30 moins de 30 ans de Forbes pour son travail de défense des droits des personnes handicapées lorsque la dernière menace à leur paix surgit d'une direction inattendue. Vince était dans son garage en train d'entretenir les armes qu'il espérait ne plus jamais utiliser, lorsque Ruby entra en fauteuil roulant, l'air inquiet. « Papa, il faut qu'on parle. » Il posa le pistolet démonté et lui donna son plein. « Attention. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai reçu un appel aujourd'hui d'une personne prétendant être ma demi-sœur. » Ces mots ont frappé Vince comme un coup de poing. « Quoi? Elle s'appelle Jessica Hartley. Elle dit que sa mère a eu une liaison avec maman il y a 15 ans et que maman était bisexuelle. Elle veut me rencontrer. » Vince a réfléchi à toutes les implications. Un parent inconnu pourrait compliquer l'héritage de Ruby, contester son statut légal, ou pire, détenir des informations sur Claudia qui pourraient raviver les interrogations sur sa mort. A-t-elle dit ce qu'elle voulait? De l'argent? Je pense qu'elle a fait très attention à ne pas poser la question directement, mais elle a mentionné qu'elle avait eu une vie difficile et qu'elle méritait de connaître sa sœur. Elle a également dit qu'elle avait des effets personnels de maman, des lettres et des photos que je n'ai jamais vues. Où est-elle maintenant? À Denver. Elle veut prendre un café. Demain. Vince a étudié le visage de sa fille. Ruby était brillante et avait réussi, mais elle avait toujours aspiré à des liens familiaux au-delà de leur duo soudé. L'idée d'une sœur, même une demi-sœur issue d'une relation secrète, serait puissamment attirante. Qu'en penses-tu? Demanda-t-il. Je veux la rencontrer, mais je veux aussi que tu l'examines d'abord. Ruby avait l'air sérieux. Tu m'as appris à me méfier des gens qui viennent avec des désirs. Ce soir-là, Vince mena une enquête approfondie sur Jessica Hartley. Ses conclusions étaient troublantes. Jessica était la fille de 28 ans de Linda Hartley, une femme qui avait effectivement travaillé dans la même galerie d'art que Claudia 15 ans plus tôt. Mais Linda avait des antécédents de maladie mentale, de toxicomanie et d'instabilité financière. Jessica avait hérité de nombreux problèmes similaires, ainsi qu'un casier judiciaire pour vol et fraude. Plus inquiétants étaient les effets personnels que Jessica prétendait posséder. L'enquête de Vince révéla qu'elle avait récemment acheté un carton d'objets lors d'une vente immobilière. Des objets qui auraient appartenu à une certaine Claudia Morrison. Jessica organisait une arnaque ciblant Ruby en raison de sa richesse et de sa notoriété. L'histoire de sa demi-sœur était inventée de toutes pièces, conçue pour exploiter le désir de Ruby de se rapprocher de sa famille. Elle ment, dit Vince à Ruby la semaine suivante. Ce matin. Il n'y a aucun lien biologique. C'est une arnaqueuse qui a déjà fait ça avec d'autres jeunes gens fortunés. Le visage de Ruby s'assombrit de déception. Tu es sûr? Absolument. J'ai les reçus de la vente immobilière qui montrent où elle a acheté les effets personnels dont elle prétend avoir hérité.
Donc, il n'y a pas de sœur. Non, ma puce. Je suis désolé, acquiesça Ruby, digérant la supercherie. Qu'est-ce que tu vas faire d'elle? La question flottait entre eux. À 25 ans, Ruby était assez grande pour comprendre l'étendue des capacités de son père. Elle n'avait jamais posé de questions directes sur les personnes qui les avaient menacées au fil des ans. Mais elle avait remarqué que ces menaces avaient disparu. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda Vince. Ruby réfléchit attentivement. « Je veux qu'elle nous laisse tranquilles, mais je veux aussi qu'elle arrête de cibler les autres comme ça. Combien de familles a-t-elle blessées avec ses mensonges ?» Vince ressentit une bouffée de fierté. Sa fille ne pensait pas seulement à se protéger. Elle pensait à protéger les futures victimes. « Je m'en occupe. » Cet après-midi-là, Vince j'ai rencontré Jessica Hartley au café où elle prévoyait de piéger Ruby. C'était une femme séduisante, avec le teint et la morphologie de Claudia. C'est sans doute en partie pour cette arnaque qu'elle avait choisi. « Monsieur Morrison, je ne m'attendais pas à vous voir. J'étais censé rencontrer Ruby. C'est Ruby qui m'a envoyé. Votre histoire l'intéresse. » Le visage de Jessica s'illumina d'une excitation apparemment sincère. « J'ai hâte de tout lui raconter sur notre mère. J'ai tellement de photos et de lettres. Montrez-moi. » Jessica ouvrit une chemise en papier craft et en étala le contenu sur la petite table. Vince reconnut certains objets. Des photos de Claudia apparemment achetées sur des sites d'enchères en ligne. Des lettres et une écriture qui ne correspondaient pas au style de sa défunte épouse. « Collection intéressante, dit-il. Où avez-vous trouvé ça? Maman a tout conservé. Elle a toujours espéré qu'un jour Claudia nous revienne. Linda n'a presque jamais connu ma femme. » L'expression de Jessica vacilla. « Que voulez-vous dire? Vous avez acheté ces objets lors d'une vente immobilière à PBLO il y a 3 semaines. J'ai le reçu. » Vince posa une copie du document de vente sur la table. Jessica le fixa, son arnaque s'effondrant en un instant. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Bien sûr que non. Tout comme tu ignores tout de la famille Thompson à Phoenix, des Rodriguez à San Antonio, ou des autres familles fortunées que tu as ciblées avec des combines similaires. La main de Jessica se dirigea vers son sac à main, mais Vince lui attrapa le poignet avant qu'elle puisse atteindre ce qu'il contenait. Passons à la partie où tu essaies d'enregistrer cette conversation pour un éventuel chantage, dit-il doucement. On sait tous les deux pourquoi tu es là. J'essayais juste de me rapprocher de ma famille. Tu essayais d'extorquer de l'argent à ma fille en exploitant son désir de liens familiaux. C'est un plan cruel, Jessica. Et ça prend fin aujourd'hui. Jessica essaya de se dégager, mais l'emprise de Vince était inflexible. Le café bourdonnait d'une activité normale. Des étudiants étudiaient, des couples discutaient, des hommes d'affaires sur leurs ordinateurs portables. Personne ne prêta attention à ce qui semblait être une conversation banale entre un père et l'ami de sa fille. « Que veux-tu » murmura Jessica. « Je veux que tu disparaisses. Change de nom. Déménage dans un autre état. Trouve un moyen légitime de gagner ta vie. Arrête de faire des pieds et des mains pour ceux qui cherchent des relations. Et si je ne le fais pas ?» L'expression de Vince resta inchangée, mais quelque chose dans son regard coupa le souffle à Jessica. « Alors je te ferai disparaître. Tu ne peux pas me menacer. J'appellerai la police et je leur dirai quoi? Qu'un homme t'a interpellé au sujet de ton escroquerie? Qu'il a des preuves de tes précédentes escroqueries? Je suis sûr qu'ils seront très compatissants. » Le visage de Jessica était devenu pâle. Quel genre de preuves? Vince relâcha son poignet et sortit son téléphone, parcourant photos et documents. Des relevés bancaires montraient des dépôts correspondant à vos divers stratagèmes. Des reçus d'hôtels vous indiquant des villes où des familles étaient ciblées. Des publications sur les réseaux sociaux où vous avez oublié de maintenir votre couverture. Vous lui avez montré une multitude d'images de ses activités criminelles, compilées au fil de semaines d'enquête. Vous êtes très douée, Jessica, mais vous manquez de prudence. J'ai suffisamment de preuves pour vous envoyer en prison pendant 10 ans. Que voulez-vous? Je vous l'ai dit. Disparaître. Recommencer ailleurs sous un autre nom si nécessaire. Arrêtez de faire du mal à ceux qui cherchent une famille. Jessica a regardé les preuves sur son téléphone, puis a vu son expression implacable. Et si je fais ça, vous détruirez les preuves. Je les garderai. Une assurance contre tout changement d'avis et tout retour. C'est du chantage.
C'est la justice. Vous exploitez les émotions des gens, exploitez leur désir de connexion, volez leur argent par des mensonges. Maintenant, vous allez pouvoir ressentir ce que l'on ressent lorsqu'on est sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Jessica a rassemblé ses faux documents d'une main tremblante. J'ai besoin de temps pour organiser les choses. Vous avez 48 heures. Après, je suppose. Tu as choisi de laisser la police s'en occuper. Vince la regarda partir, puis envoya un texto à Ruby. Problème résolu. Elle ne nous embêtera plus. La réponse de Ruby fut immédiate. Merci, papa. Je t'aime. 2 jours plus tard, Jessica quittait chaleureusement son hôtel de Denver et prenait la route vers la frontière du Montana. Elle passerait les années suivantes à travailler légalement sous son vrai nom, sans plus jamais tenter d'escroquer les familles en deuil. Ce soir-là, Ruby rejoignit Vince sur leur terrasse où il préparait le dîner pendant qu'elle travaillait sur son ordinateur portable. La fondation franchissait une nouvelle étape aujourd'hui. Elle annonça, nous finançons officiellement des équipements adaptés pour 50 familles dans tout le pays. C'est merveilleux, ma puce. J'envisageais de m'étendre à l'international. Il y a des enfants dans les pays en développement qui n'ont accès à aucune ressource pour les soins aux personnes handicapées. Vince renversa la situation et étudia le profil de sa fille. À 25 ans, Ruby était devenue exactement la personne qu'il avait espérée, forte, compatissante, déterminée à rendre le monde meilleur pour ceux qui rencontrent des difficultés similaires. Tu sais, dit-elle d'un ton désinvolte. Je ne t'ai jamais demandé directement ce qui est arrivé à tous ceux qui ont essayé de nous faire du mal au fil des ans. Vince resta immobile. Ruby, je n'ai pas besoin de détails, papa. Je veux juste que tu saches que je comprends et que je te suis reconnaissant. Elle leva les yeux vers lui avec un regard d'acceptation totale. Tu m'as protégé quand personne d'autre ne le faisait. Tu as fait en sorte que je puisse grandir en sécurité et devenir celle que je voulais être. Tu l'as fait toi-même, mon enfant. J'ai juste surmonté les obstacles. Exactement. Ruby sourit. Et maintenant, je peux consacrer ma vie à aider d'autres enfants qui n'ont pas quelqu'un comme toi pour veiller sur eux. Vincent Morrison regarda sa fille, brillante, accomplie et totalement rassurée de savoir qu'elle était aimée et protégée. Et a ressenti la profonde satisfaction d'une mission terminée. Il lui avait construit une forteresse avec les corps de leurs ennemis, et elle avait utilisé cette sécurité pour devenir une force pour de bon dans le monde. C'était, a-t-il dit, le meilleur résultat possible. Chapitre 8, le calcul. Ruby avait 31 ans lorsque le passé l'a finalement rattrapé sous la forme d'une enquête fédérale. Le coup est arrivé à 6 heures un mardi matin. Vince était dans sa cuisine faisant du café quand il a vu les VUS noirs entourant sa maison. À travers la fenêtre, il a compté au moins 8 agents, tous portant des vestes de raid du FBI. Ruby, a-t-il appelé calmement. Restez dans votre chambre et verrouillez la porte. Que se passe-t-il, papa? Affaires officielles. Je vais le gérer. Vince ouvrit la porte d'entrée avant de pouvoir le décomposer. L'agent principal était une femme dans la quarantaine avec des cheveux gris en acier et des yeux intelligents. Vincent Morrison. Je suis l'agent spécial Sarah Chin, FBI. Nous avons un mandat pour fouiller ces locaux. Elle lui a tendu la paperasse qu'il scannait rapidement. Le mandat était large mais concentré. Il recherchait des preuves liées à la mort de Claudia Morrison, Trevor Hannigan, Patricia Pinton-Wells et Marcus Thorne. Puis-je demander ce qui a incité cette enquête? De nouvelles preuves ont été révélées suggérant un lien entre ces décès. Nous aimons vous poser quelques questions. Je veux que mon avocat soit présent. Bien sûr, la recherche a duré 6 heures. L'équipe du FBI était professionnelle et approfondie, utilisant un équipement médico-légal avancé pour examiner tout, de ses fichiers informatiques pour tracer des preuves dans son garage. Ils ont confisqué plusieurs éléments, des disques durs, des dossiers financiers et une partie de son équipement militaire, mais Vince s'attendait à cette possibilité et s'était préparé en conséquence. La vraie preuve a été stockée dans des endroits qu'il ne trouverait jamais. Au cours de la perquisition, Vince a appelé Benjamin Cross, qui est arrivé en 1 heure et a immédiatement demandé de parler à son client en privé. À quel point est-ce sérieux? Vince a demandé quand ils étaient seuls dans la voiture de Cross. Très sérieux. Quelqu'un leur a donné des informations détaillées sur les 4 décès. Ils savent des choses qui n'ont jamais été rendues publiques. Comme quoi? Le timing exact des mouvements de Trevor.
Les notes de l'enquêteur privé sur les incohérences dans la mort de Claudia. Patricia Pemberton Wells communication privée sur le défi. Cross avait l'air sinistre. Quelqu'un avec des connaissances intérieures parle. Vince considérait les possibilités. Très peu de gens connaissaient la vérité complète sur ce qui s'était passé au fil des ans. Ruby en savait une partie, mais ne le trahirait jamais. Ses contacts et ses forces de l'ordre et sa sécurité privée étaient fidèles et bien compensés pour leur pouvoir discrétionnaire. Qui est la source? C'est ce que nous devons découvrir. Mais Vincent, s'ils ont suffisamment de preuves pour obtenir ce mandat, ils en ont probablement assez pour vous facturer. Vous devez vous préparer à la possibilité d'arrestation. Ce soir-là, après que le FBI ait terminé leur recherche et est parti avec des boîtes de matériel, Vince s'est assis avec Ruby dans leur salon. Elle avait été remarquablement calme tout au long de l'épreuve, travaillant sur son ordinateur portable tandis que les agents fédéraux ont démantelé leur vie. « Ils pensent que vous avez tué des gens pour me protéger », dit-elle sans préambule. « Oui, avez-vous » La question était suspendue entre eux. Pendant 31 ans, ils ont dansé autour de la vérité, parlant avec des implications et des euphémismes. Mais l'enquête fédérale avait supprimé toute prétention. « Oui », dit simplement Vince. Ruby hocha la tête comme s'il avait confirmé quelque chose qu'elle avait toujours connu. « Combien est-ce important ? Je veux comprendre la portée de ce que vous avez fait pour moi. » Vince a étudié le visage de sa fille. Elle n'a montré aucun choc, aucune horreur, aucun outrage moral, seulement un désir calme de comprendre toute l'étendue de sa protection. Ta mère parce qu'elle a essayé de te tuer. Trevor parce qu'il lui a permis et a ensuite menacé de vous exposer à des dommages psychologiques. Patricia Pemberton Wells et Marcus Thorne parce qu'ils ont menacé votre sécurité financière et notre vie ensemble. Jessica Hartley n'est pas morte, mais elle a reçu un message clair sur les conséquences de vous cibler. Quelqu'un d'autre? 3 autres au fil des ans. Les personnes qui ont essayé d'exploiter votre handicap pour leur propre gain ou qui posaient des menaces crédibles pour votre sécurité. Ruby était silencieux pendant un long moment, traitant l'ampleur de ce qu'il avait révélé. 8 personnes sont mortes parce qu'elles m'ont menacé. 8.